voice used to be like, and try to sweat it to like the lip. For no reason at all, I can't recall rolling C's in my face. Down the hall, I'm kicking it in the back of the school, eating chicken at 3. Wondering why's everybody always picking on me. I tried to talk and tell them, chill, I did nothing to deserve this. But when it didn't work, I wasn't scared, just real nervous and unprepared to deal with scrapping, no doubt. My pappy never told me how to knock it out. But now in 95, I was surviving, a man on my own. Fuck around with fat lip, yeah, shit get blown. Madame le candidat, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à ce débat du mardi de l'ESSEC organisé avec le cabinet d'audit et de conseil Mazars, le groupe La Poste et le cabinet de conseil en stratégie opérationnelle, oui. Bienvenue en ce quartier latin, oui, pour gagner Paris, il faut aussi convaincre les faubourgs. Et quel plus beau lieu que la rue des Écoles pour parler chien-lit. Madame le candidat dont j'ai usé peut vous avoir titillé, comme le rappelait Jacques à François en 88, vous êtes ce soir un candidat parmi d'autres. Et comme le rappelle l'Académie française, un candidat. Une double provocation, captatio benevolentiae, agile s'il en est, car elle évite que pendant ce petit discours, l'invité rêvasse et réponde au discours de son directeur de campagne qui lui demande « Anne, c'est bien vous qui avez les clés du Vélib ?» Lol. Anne Hidalgo, vous êtes le symbole d'une intégration réussie. Ce depuis le jour où votre famille a quitté l'Andalousie pour s'installer à Lyon. Père Antonio est électricien, mère Maria est couturière. Naturalisé en 1974, vous troquez le prénom de Anna pour Anne et admirez votre nouvelle patrie. Cette fierté vous en fait un argument de campagne. Vous plaisante à vous dire plus parisienne que NKM tout en citant Sacha Guitry. Être parisien, ce n'est pas naître à Paris, pardon, c'est y renaître. Oh. Anne Hidalgo, la féministe dont Simone de Beauvoir dirait qu'elle est devenue et non née femme. Ce sera une chance pour 53% de la population parisienne si vous êtes élu, car fleuriront alors les crèches Olympe de Gouges et les stations Poussette Libre. Vous avez fait vôtre le flambeau de Simone Veil. Dans vos nombreux engagements, on retiendra votre mission sur l'égalité au travail pour le PIT à Genève. Sans doute un jour rejoindrez-vous Marie Curie et Sophie Berthelot au Panthéon pour faire honneur au quota Hollande des femmes devenues grands hommes. Et alors changera-t-on l'épitaphe pour aux grands humains, la patrie reconnaissante. C'est que l'humain, ça vous parle à vous. Dès la fac de droit, vous manifestez pour les paysans du Larzac et les statuts des crottins de chèvre, inspectrice du travail dans les années 80. Emplie d'espoir en 80, vous avez été une CFDT engagée dans la période difficile des licenciements massifs. Votre foyer est alors ce ménage, consommateur du poignet moyen de l'INSEE, arborant des stickers Léon Blum, vous rêvez d'un nouveau frigidaire, vivement les congés payent. Un parfait dessin de santé. À noter votre passage dans le privé auprès du DRH de la Compagnie Générale des Eaux. En 1996, vous prenez soin de ne pas trop en faire mention, à l'image de cet étudiant de l'ESSEC qui essaierait d'effacer de son CV une année de vente de Scooby-Doo au Brésil. Vous vous encartez au PS en 1994 et lorsque la gauche gagne, rejoignez le cabinet Aubry pour plancher sur les grandes réformes Jospin, dont la loi sur la parité. Vous êtes élu au Conseil régional en 2004 puis 2010, mais échoué aux législatives 2002 et 2007. Vous ne le renierez jamais, Jaurès. Et signerait même cette année l'union avec les communistes, certes au nom de l'abolition des privilèges, et parce qu'ils mettent pas mal d'ambiance au Conseil de Paris depuis 13 ans, partagent le jaja et les rues Tabaga, mais aussi parce qu'il va y en avoir des électeurs PS déçus à rassembler. D'ailleurs, vous semblez prendre vos distances avec ce gouvernement qui refuse de gouverner. Les charters valses vous font chanter du Moustaki et les impôts héros clamer du Courdon. C'est Bertrand Delanoë qui vous aura offert votre meilleur argument électoral, vos 12 ans d'expérience à la mairie de Paris. En 2001, lorsqu'il est élu, vous êtes ému par ces centaines de Parisiens qui agitent leurs clés place de la mairie. Si vous perdez, seront-ce des clés de voiture qui sont agitées? Si vous perdez. Vous devenez premier adjoint chargé de l'égalité homme-femme et du bureau du temps, bureau qui décide donc à quel endroit il faut rajouter des feux rouges et des accidents voyageurs pour être sûr que traverser Paris soit bel et bien une cas de veille. Lors de la creusation contre M. Delanoë en 2002, vous assurez l'intérim pendant un mois, vous êtes un héros. Une héroïne accordée. Académie française. Lorsqu'en 2008, il est réélu, vous devenez première adjointe en charge de l'urbanisme et de l'architecture. Vous représentez Paris au groupement des 40 plus grandes villes contre le dérèglement climatique. En 2012, trompette d'Aïda, François Hollande élu, votre programme lancé, candidature validée. Vous voulez un Paris écologiste, en première adjointe normale ou en jeune retraité, au choix, vous roulez en auto libre. Je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on faisait 100 gyrophares pour doubler la fibre des 40% de pollueurs. Est-ce qu'on met un stagiaire à la fenêtre qui hurle « Laissez passer l'âne, Hidalgo !»
Comme disait Chirac, on n'arrête pas le char de l'État. En 2007, le Conseil de Paris adopte le plan climat. C'est une victoire pour vous qui avez porté ce projet et rêvé d'un lâcher de l'amas à Beaubourg et d'un espace savane et jungle à Montmartre. Vous voulez un Paris du logement avec 30% de logements sociaux. En 2030, vous voulez un Paris social et solidaire. Refusez le tchatcherisme de NKM qui veut réduire de 8 à 7 milliards de budget après que les impôts ont augmenté de 40% en 10 ans. Mais pour maintenir le Grand Paris à sa 4e place de métropole en termes d'attractivité, à part le convivial et les nuits blanches, à part le CR de la Réunion du Paris des enfants, à part vos 4 propositions pour bien mourir à Paris, quelles sont vos clés pour mieux s'y déplacer, vite s'y déplacer bien et créer de la richesse, une richesse, un rayonnement culturel pour Paris, pour ce pays dont nous sommes capitale. Vous aimez à décrire ces odeurs du Sud qui agissent sur vous comme la Madeleine sur Proust et la blanquette de veau sur Leonarda. Mais Anne Hidalgo, vous m'avez volé ma Madeleine de Proust à moi en remplaçant mon Vélib, ma bicyclette par un Vélib. Philippe Delerme nous dit, on est à bicyclette ou à vélo, c'est presque politique. Mais les vélos doivent renoncer à ces parts d'eux-mêmes pour aimer, car on n'est amoureux qu'à bicyclette. Après les dalles en marbre du Sceau de Shanghai installées place de la République et nos pontons en tech, quelle mode la ville rebelle et lumière devra-t-elle encore subir? Pardonnez-leur, Haussmann, Douaneau, le nôtre, ils savent ce qu'ils font. J'imagine en votre cœur vombit chaque jour les 6 pites formidables de notre Balzac national. Rastignac, resté seul, fit quelques pas et vit Paris tortueusement couché le long de la Seine. Il lança sur cette ruche bourdonnante un regard qui semblait par avance en pomper le miel et dit ces mots grandioses. À nous deux, maintenant. On vous dit déterminée, volontaire et courageuse, honnête et tolérante. Si vous êtes élue, serez-vous la mère de tous les Parisiens? La mère de ce Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. La mère qu'on voit danser le long des golfes clairs. La mère de ce Paname auquel Léo Ferré aimait à chanter. Tu n'es pas pour moi qu'un frisson, qu'une idée, qu'une fille à chanson, et c'est pour ça que je crie ton nom. Serez-vous la mère que Baudelaire, donc homme libre, toujours nous chérirait. Vous avez évidemment un droit de réponse à la présentation. Oui, quand même, il y a un truc. D'abord, je parle au féminin, puisque je suis une femme. Et je suis une féministe, vous l'avez dit. Et je pense que les dénominations, c'est important. Parce que les dénominations, si on les met toujours masculin au motif qu'elles ont toujours été occupées par des hommes, il n'y a aucune raison qu'un jour, dans la représentation qui est la nôtre, on se dise finalement une femme peut aussi occuper des fonctions importantes. Donc j'ai toujours parlé au féminin et ça, dès que j'ai commencé à travailler, j'étais inspectrice du travail, une des plus jeunes de France, j'avais 23 ans, et je me souviens, j'avais transformé toutes les signatures en étant l'inspectrice du travail. Et certaines collègues aussi me disaient, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas beau, inspectrice. Ça fait inspectrice d'académie. Je disais, bah, oui, sauf que non, ça fait inspectrice du travail. Et donc, je tiens beaucoup à la féminisation des noms et des fonctions. Et d'ailleurs, il y avait eu dans les années Jospin un travail sur la féminisation du langage, avec un rapport qui avait été fait par un linguiste. La règle dans notre pays, c'est que les femmes choisissent si elles veulent qu'on féminise ou pas leurs fonctions. Donc, en ce qui me concerne, j'ai toujours féminisé la fonction que j'occupais. Et puisque même quand on est adjoint au maire, on me dit Madame la maire, je dis souvent la maire. Et quand les gens me disent la maire, c'est bizarre, je dis non, la maire qu'on voit danser. Le long des golfes clairs, c'est très poétique, vous allez vous y habituer. Donc voilà, ça c'est un premier petit point. Après, sur le reste, je pense que Paris est une ville qui est très dynamique, très attractive. Aujourd'hui, c'est une ville qui a, sur le plan économique, retrouvé une place, on va en parler, mais qui a retrouvé une place au niveau des grandes métropoles mondiales. Et donc, bien sûr que l'action qu'on mène depuis 2001 avec Bertrand Delanoë a été marquée par un engagement écologique, par un certain nombre de mesures sociales, comme remettre de la mixité dans cette ville.
mais en même temps avec une conscience que l'on a de l'investissement public comme un moyen d'intervenir économiquement sur cette ville et donc de permettre le développement, par exemple, d'entreprises, de start-up, etc. Donc, voilà. Super, vous nous faites le plan de l'interview, c'est magnifique. On commence par l'économie. Donc juste pour que le public nous suive et se réveille sur les transitions. Ça sera en 3 temps. On va d'abord commencer par les enjeux parisiens, qui sont l'économie, les transports, le logement et l'urbanisme. Ensuite, on s'attardera un peu plus sur des questions politiques, politiciennes avec les enjeux de la gauche, tant au niveau national qu'au niveau local. Et on terminera sur un petit jeu avant de donner la parole au public. Donc j'aimerais entamer cette rubrique économie par un premier sujet qui a été au titre de la presse économique début octobre, à savoir la fermeture des magasins 21h à Paris. Donc, sachant que près d'un métier parisien sur 2 travaille au-delà de 20 heures, c'est une statistique du bureau des temps, donc vous avez eu la charge. Comme quoi, hein, ça a produit des trucs pas mal, hein, le bureau des temps, on sait de quoi on parle. Hein. Exactement. Alors pourquoi ne pas obtenir des dérogations sur ce point, sachant que vous répétez que vous faites une campagne pour les Parisiens? J'aimerais avoir un éclaircissement sur ce point. D'abord, travail de nuit, travail du dimanche, la question de l'extension des horaires est une question qui se pose et les Parisiens l'abordent avec beaucoup de contradictions. On a envie de trouver des magasins ouverts au moment où on est libre pour faire ses courses et en même temps, si on nous impose de travailler le dimanche, tout le monde n'est pas toujours d'accord pour le faire. Moi, en tant qu'élu, on n'a pas, d'horaire, on n'a pas de rythme, donc je ne parle pas à titre personnel. Mais la question des temps dans une ville, bien sûr qu'elle se pose par rapport à d'autres villes. Est-ce que Paris doit continuer, par exemple, à n'avoir que 7 zones touristiques? Est-ce qu'il faudrait étendre et généraliser le travail du dimanche? Est-ce qu'il faut autoriser le travail de nuit? Ça, c'est ma question. Vous, il faut y répondre. Ne vous inquiétez pas, je reformule parce qu'il n'y a pas que la question de la nuit, il y a aussi celle du dimanche. Moi, ma réponse là-dessus, elle est claire depuis plusieurs années. Je ne suis pas pour une généralisation du travail du dimanche, ni même la nuit, parce que j'estime que lorsqu'on travaille, par exemple, à horaire décalé ou le dimanche, il faut des compensations. Donc, par exemple, je suis totalement hostile aux mesures qu'avait prises Nicolas Sarkozy en créant des zones dans lesquelles on pouvait imposer à des salariés, on peut imposer à des salariés de travailler le dimanche sans même qu'il y ait une compensation salariale de ce qui est quand même, et sans qu'il y ait appel au volontariat, ce qui me paraît être le minima de ce que l'on puisse attendre. Donc, sur Paris, il y a 7 zones touristiques. Moi, je suis pour qu'on regarde quels sont les problèmes qui se posent à la marge de ces différentes zones touristiques. Dans le Marais, qui est une des zones touristiques importantes, à 2 rues près, vous avez des commerces qui sont mal en point parce qu'ils sont dans la partie qui sort du travail du dimanche et d'autres qui sont dedans. Donc il faut remettre de l'ordre. Je veux regarder cela, mais avec toujours 2 principes. De la négociation avec les riverains, de la négociation avec les salariés. Pourquoi avec les riverains? Parce que, par exemple, dans un quartier qui est un quartier où on me parle souvent du travail du dimanche, quartier des grands magasins dans le 9e arrondissement. On me dit, mais c'est pas normal, il faudrait ouvrir les magasins le dimanche dans ce quartier. Mais, par exemple, les riverains sont très très opposés parce que ça change complètement la nature d'un quartier, qu'il soit ouvert 24 heures sur 24, y compris le dimanche ou pas. Donc, ce n'est pas une question simple. Et pour y répondre, il faut discuter, négocier et décider. Mais le choix que je fais, c'est de ne pas accepter la généralisation. Il y a un très bon article, je vous renvoie, d'un journaliste de l'Obs dans le supplément de l'Obs ce soir, qui donne bien ce que peut être une vision de Paris pour des gens comme nous. Hein. On est des actifs, vous êtes des jeunes, vous avez envie de sortir, vous avez envie de faire des tas de trucs à n'importe quelle heure, de trouver un magasin ouvert le dimanche, etc. C'est un peu comme ça aussi. Mais Paris ne peut pas être la ville dans laquelle il y ait en surface des gens qui, parce qu'ils ont des besoins et des envies d'horaires décalés,
fasse travailler une armée de soutien sans aucune contrepartie qui nous assurerait effectivement les services que nous attendons tant, et tout ça sans contrepartie salariale, avec des gens qui en général habitent à 1h30 de leur lieu de travail. Donc, par exemple, pour Monoprix, ils étaient compensés, les salariés qui travaillaient sur les horaires dits de nuit, donc 20h, 23h. Et donc, fondamentalement, donc, vous êtes pour l'ouverture de ces magasins sur les horaires dits décalés. Non, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas trancher ce type de question d'une façon générale. D'abord, regardez, il y a des entreprises dans lesquelles il y a de la négociation sociale possible. Et moi, je pense qu'à partir du moment où il y a un accord syndical, un accord des salariés sur les conditions et les compensations, c'est positif. En tous les cas, c'est quand même une règle de base, c'est demander l'accord des salariés. Mais il y a plein de petites entreprises. Imaginons qu'on prenne une zone, un territoire, on dise voilà, là, sur ce territoire-là, tout le monde peut ouvrir quand il veut, le soir, le dimanche, et ce secteur est considéré comme échappant à l'interdiction de travail du dimanche et à l'interdiction de travail de nuit. Il y a plein de petites boîtes dans lesquelles il n'y a pas les mêmes processus de négociation, il n'y a pas les mêmes contreparties possibles, et il n'y a pas le même volontariat possible que dans des grandes entreprises où là, il y a des structures, il y a des DRH, il y a des syndicats, il y a beaucoup plus de marge de négociation. Donc moi, je ne veux pas faire ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire lâcher complètement et opposer. Non, trouvons des solutions de compromis dans ces entreprises. Moi, je suis prête à accompagner cela, mais je suis désolée, Paris est une ville qui est très dynamique, qui marche bien, il y a des choses à faire bouger, il y a des choses à adapter, c'est évident, mais je ne suis pas sûre que passer sur un mode de vie des villes anglo-saxonnes soit véritablement le destin de Paris. Justement, c'est de compromis qu'on vous parle, parce que là, on parle des horaires le soir en semaine, et c'est pareil. Quel est le sens de faire fermer Monoprix à 21h? Il y a des lois et que les lois doivent se discuter. Les lois existent. Vous pouvez remettre en cause la loi. Ça se passe au Parlement, ça se discute, ça se négocie. Et c'est pas dans un coin de table en disant je suis candidate à la mairie de Paris comme peut faire mon adversaire et puis on va ouvrir les magasins. Vous avez le droit d'avoir des positions, madame. On peut avoir des positions, mais il faut savoir ce qui dépend de soi, ce qui ne dépend pas de soi. Il y a des lois. On ne sait pas que ça devrait dépendre de vous. Il y a des lois. Non, ça ne dépend pas de nous. Mais est-ce que ça ne devrait pas dépendre de vous? Non, parce vu qu'il y a des situations qui sont si différentes entre les villes au sein d'un même pays. Mais non. Alors vraiment, la législation du travail, si maintenant ça doit dépendre des maires, je suis une juriste du travail et j'ai fait toute ma formation en droit du travail, je vous assure que ça serait une catastrophe. La législation du travail, elle doit être décidée au Parlement, je crois au rôle du législateur, et elle doit être surtout décidée et adaptée par ceux qui sont dans les entreprises, c'est-à-dire les syndicats et les employeurs et les salariés, et par toutes les institutions représentatives du personnel. C'est pas au maire de décider à la place de tout le monde. Il faut quand même, pour que une société fonctionne avec sa cohésion, il faut que la loi soit là, existe, soit respectée, évolue. Quand la loi a besoin d'évoluer, il faut la faire évoluer. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui a évolué dans notre pays, ça aussi c'est un enseignement du Bureau des temps, c'est que par exemple l'heure de coucher des Français est passée de 21h à 23h dans l'espace de 20 ans. C'est bien pour ça que vous vous posez cette question. Oui, mais ça ne veut pas dire que tous les gens qui vont se coucher à 23h, c'est parce qu'ils ont une envie folle de travailler jusqu'à 22h pour votre bon plaisir. Et que ça, c'est quelque chose qui doit se discuter, parce que votre bon plaisir n'est peut-être pas le bon plaisir de celui qui va bosser et qui va avoir 2 heures de transport pour rentrer chez lui, sans qu'on ait pensé à comment il pouvait rentrer chez lui, puisque s'il habite très loin et qu'il y a des transports et qu'il n'y a pas de transport collectif, ça pose un problème. Donc vous voyez bien que ça pose un problème d'organisation d'ensemble. Moi je suis assez confiante, en plus je l'ai rencontré ce matin, dans la mission qui a été confiée à Jean-Paul Bailly, ancien patron de la Poste, par Jean-Marc Ayrault, par Jean-Marc Ayrault, sur justement une analyse de la situation sur le travail du dimanche et aussi sur le travail de nuit. Et je pense que les propositions sur lesquelles il est en train de travailler vont nous fournir un cadre.
un cadre qui n'est pas la dérégulation. Moi, je ne suis pas pour la dérégulation, parce que c'est la loi du plus fort contre le plus faible, et c'est tout ce à quoi je ne crois pas. Et je pense qu'une société dans laquelle les forts sont toujours là à décider pour les autres et à exploiter les autres, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Une société a besoin de cohésion, et il y a besoin de discussion et de dialogue et de cadre. Donc ce cadre et l'adaptation de ce cadre, je sais que Jean-Paul Bailly est en train d'y penser, il y a des marges d'évolution. Le fait que le maire dispose d'une possibilité, par exemple, de dimanche de dérogation qu'il peut octroyer. Ça, c'est des choses qui peuvent fonctionner. Parce que c'est vrai que pendant les fêtes, pendant un certain nombre de moments de l'année, ça peut tout à fait être intéressant d'étendre ces possibilités de travail du dimanche, mais toujours avec des contreparties. Je vous assure, pour l'instant... Les conclusions sur ce rapport, elles sont rendues fin novembre. Donc c'est un rapport qui va être, que le Premier ministre a souhaité rapide, pour pouvoir justement sortir des blocages dans lesquels se trouvent aujourd'hui un certain nombre d'entreprises. Et ça ne veut pas dire que des entreprises n'ont pas fait des efforts. Je sais que par exemple, Sephora sur les Champs-Élysées avait proposé des conditions qui sont positives et avantageuses pour les salariés, y compris les raccompagner jusqu'à chez eux le soir, bon, ce qui est très positif. Mais la loi ne le permet pas aujourd'hui. Donc il faut réfléchir dans ce cadre, dans ces évolutions. Et voilà, il faut avoir quand même le sens aussi du temps, de la nécessité de poser les problèmes avant d'imaginer des solutions. Celles qui sont bonnes pour soi ne sont pas forcément bonnes pour tous les autres. Merci beaucoup. Juste, on a passé pas mal de temps sur le travail du dimanche, c'est important. Sur la partie économique, on ne pourra pas être exhaustif, du coup on s'est un peu arrêté sur un point qui nous a amusé. Le mois dernier, vous avez organisé, la mairie de Paris, un week-end porte ouverte des startups, où vous invitiez les Parisiens à découvrir les jeunes pousses qui émergent dans Paris. Quelle part vous pensez que ces entreprises-là peuvent prendre à moyen terme, donc on va dire horizon 2030, dans l'économie parisienne, et en particulier, quelle part vous souhaitez leur accorder dans les marchés publics? C'est une très bonne question. D'abord, aujourd'hui, il faut savoir qu'en matière de création d'entreprises, nous sommes devant l'ombre en matière de création de start-up, ce qui est quand même quelque chose de très positif, parce qu'on a un écosystème qui fonctionne bien. Des bonnes écoles, la prendre, bon, pour Parisiens, je considère vraiment comme Parisiens, des bonnes écoles, des bonnes universités, et j'en profite pour saluer Marie-Christine Mardelet, qui est présidente de Paris 3, mais qui est là aussi dans une fonction politique, puisque c'est notre tête de liste dans le 5e arrondissement. Elle va s'affronter à une famille que vous connaissez. Mais c'est une petite page de pub. Non, d'info. Et donc, on a un écosystème qui est très performant, avec des entreprises, des universités, des centres de formation. Et nous avons souhaité vraiment investir beaucoup. Quand je vous disais tout à l'heure, l'investissement de la ville, on conçoit comme une intervention économique. Vous savez, de 2008 à 2014, on aura investi 1 milliard d'euros à Paris sur le budget des Parisiens, sur le budget des contribuables parisiens, dans l'université, la recherche, les nouvelles technologies et notamment les créations d'incubateurs et de pépinières d'entreprises pour permettre ces créations d'entreprises. Donc, à l'avenir, moi, je vois vraiment dans cet écosystème. Quand on dit investir 1 milliard, c'est que vous avez pris part au capital, vous allez du coup éventuellement faire des bénéfices là-dessus. En fait, c'est dans les règles du financement public. Donc, investir, c'est par exemple créer, acheter, construire, acheter des terrains, construire par exemple des incubateurs, qui sont des lieux où les créateurs d'entreprises peuvent venir, moyennant, je dirais, un loyer mensuel extrêmement modéré, qui prend en compte tous les frais, voilà, l'électricité, chauffage, etc., mais avec un accompagnement aussi des jeunes créateurs d'entreprises. Tout cela permet justement d'accompagner ces entreprises et de favoriser aussi leur émergence, leur développement. Aujourd'hui, nous avons 100 000 m² de pépinières et d'incubateurs à Paris, dont une très très grande partie ont été poussées par nous, par la puissance publique, qui a vraiment mis, je dirais, le
chargé de l'innovation et des nouvelles technologies à Paris, on le fait, y compris des appels d'offres innovants qui permettent à ces jeunes entreprises de répondre, de venir sur de nouveaux services. On a fait par exemple un appel d'offres sur le mobilier urbain intelligent. Et là, on a eu énormément de startups qui ont répondu avec des projets, des entreprises aussi, hein, des startups qui parfois se sont alliées avec des entreprises plus importantes, plus référencées sur ces sujets-là, mais qui ont inventé, qui ont fait des propositions de mobilier urbain. Alors, on en a exposé un certain nombre, hein, ça va de l'abribus à un mât avec un fil Twitter en permanence qui vous permet, voilà. Ça c'est bien beau. C'est en tous les cas c'est de l'information, c'est Paris. On a aussi dans certains, ça a donné naissance dans certains quartiers à des écrans avec réalité augmentée et avec de l'information sur tout ce qui existe en matière de services publics, mais aussi de restaurants, de lieux pour voilà, la détente dans un arrondissement. Donc voilà, on est allé par exemple sur ce type d'appel d'offres. On vient d'en faire un là sur la ville écologique, la ville verte, et on a aussi beaucoup de réponses qui nous ont été faites par des startups sur comment avoir des toits plus verts, sur les murs végétaux, sur des allées plus végétales dans la ville. Donc voilà, on lance aussi ces appels d'offres sur vraiment des innovations sociales et technologiques qui permettent à ces jeunes entreprises de faire leur premier pas avec nous. Et puis les marchés publics de la ville, aux règles de marché public dans lesquelles, bien sûr, elles peuvent répondre. D'accord. On a bien compris que vous êtes très tourné vers les startups, mais que répondez-vous à toutes ces entreprises, notamment du bâtiment et du dépannage, qui viennent intervenir à Paris et qui, à cause de la politique menée depuis 2001, laissez-moi finir ma phrase. Non, mais je ne peux pas m'empêcher. C'est sa première interview. Il me rappelle des journalistes de joie, je me dis, si jeune, et déjà pareil que En fait, du coup, la question c'est votre politique de diminution du nombre de places à Paris. Oui, donc à cause de la politique que vous menez depuis 83 000 places de parking ont été supprimées, et donc ces petites entreprises se retrouvent gênées lorsqu'elles viennent intervenir à Paris et répercutent les nombreux PV qu'elles amassent en se garant n'importe comment sur les factures qu'elles adressent aux Parisiens. Alors, donc. Et donc, que proposez-vous? Quelle solution devez-vous apporter à ces petites entreprises? D'abord, les entreprises du bâtiment, parce que vous avez dit, les entreprises du bâtiment qui se plaignent de la politique qu'on mène, là, je peux vous dire qu'elles ne se plaignent pas franchement de la politique qu'on mène. Ce matin, le même colloque sur le Parlement des entreprises dans lequel j'intervenais, il y avait aussi Martin Bouygues, grand patron du BDP, et on discutait justement du fait que cet investissement massif, je vous ai parlé tout à l'heure de 1 milliard investi en 6 ans sur les nouvelles technologies, les incubateurs, etc. Mais au total, entre 2001 et 2008, nous avons investi plus de 8 milliards d'euros d'investissement. Et entre 2008 et 2014, plus de 9 milliards d'euros d'investissement sur le budget de la ville de Paris. Le budget annuel, il est de 8 milliards. Donc, un investissement conséquent. À quoi cet investissement a-t-il servi? Il a servi notamment à faire des infrastructures, tramways, etc., à construire des crèches, parce qu'il y a besoin de crèches, à construire des logements. On va y venir, mais juste la question c'est comment on fait quand on ne peut pas se garer? Non, je vais vous dire. Non, après. C'est un point précis. Non. Vous avez dit les entreprises du bâtiment qui se plaignent. Qui se plaignent de la réduction des places de parking à Paris depuis 2000. Et les petites entreprises, et pas Martin Bouygues, hein, parce que Martin Bouygues, il a sûrement pas se garer, mais en revanche, les petites entreprises du bâtiment, c'est un peu plus Les difficile. entreprises du bâtiment qui se plaignent, non, elles ne se plaignent pas parce que nous avons investi énormément justement dans toutes ces constructions et dans toutes ces infrastructures. Et je peux vous dire que ce que me disent les entreprises du bâtiment, c'est que si nous n'avions pas investi ce que nous avons investi,
vrai problème et c'est un sujet qui n'est pas lié à la suppression de places de stationnement. Parce que, en fait, on n'a pas supprimé ces places de stationnement, comme je vous l'ai dit. On a, dans certaines rues où il y avait 2 files de stationnement de chaque côté, on en a supprimé une en général. Souvent, on l'a transformée en stationnement pour les motos parce qu'il y a eu un effet de notre politique qui a été de reporter la circulation automobile et l'usage automobile vers des 2 roues motorisées. Donc, on a tenu compte de cela, y compris dans l'adaptation des places de stationnement. Moi, je propose 2 choses. D'abord, pour les artisans et les commerçants, c'est la possibilité qui doit leur être donnée. Souvent, ils ne sont pas résidents à l'endroit où ils travaillent. Ils ont leur boutique ou leur entreprise. Leur donner optimiser. Vous avez beaucoup de places de parking, par exemple, dans des ensembles de logements HLM qui ne sont pas du tout utilisés. Il n'y a pas de voiture du tout. On pourrait très bien les utiliser pour servir justement ce besoin de stationnement. Vous êtes pour la mutualisation donc, des places de parking? Je suis pour la mutualisation des places de parking et pour qu'on puisse gérer en temps réel cette offre de parking. Nous sommes en train de travailler avec des start-up parisiennes, avec les grands groupes automobiles, pour qu'il puisse y avoir notamment un équipement, ça peut être une puce ou une reconnaissance sur le toit, visualiser ces places de parking disponibles, qui nous permettra à partir de votre iPhone de pouvoir réserver cette place et de pouvoir rentrer dans ce type de parking. Il me paraît une bonne solution pour dégager un peu plus la surface. C'est à horizon très rapide. Là, pour l'instant, ces entreprises sont en train de travailler sur un programme. Ensuite, si c'est un équipement de puce permettant de pouvoir utiliser ce système en temps réel et un système numérique, ça peut aller très très vite. Pour moi, c'est à horizon de 2 ans maximum après l'élection municipale. Voilà, donc des solutions. Super, du coup on a une magnifique transition sur la partie des transports publics et en commun. Alors vous allez, on va essayer d'ailleurs d'être assez bref sur cette affaire, mais vous allez sûrement nous parler de votre mandat, sur le développement du tramway, l'automatisation des lignes 1 et 14. Mais globalement, le sentiment des Parisiens, c'est qu'il est aujourd'hui toujours très difficile de se déplacer et surtout désagréable en fait, de se déplacer aux heures de pointe, en particulier dans Paris. On pense beaucoup à la ligne 13, à la ligne A, même si vous n'êtes pas les seuls à gérer le RERA. En attendant un hypothétique Grand Paris du transport, quelles solutions vous souhaitez proposer sur ce point-là, pour que ce ne soit pas toujours vraiment attendu comme ça de pouvoir avoir sa voiture et pouvoir être libéré de la contrainte des transports en commun quand on est professionnel à Paris? D'abord, une ville comme la nôtre, une ville monde, a besoin de beaucoup de mobilité. Ça, c'est la ligne 13. C'est la ligne 8. On voit du jaune, 8 ou 1, mais... Ça pourrait être ça. Et donc, une ville comme la nôtre a besoin d'avoir beaucoup de mobilité. Et la mobilité, ce n'est pas uniquement, effectivement, la voiture individuelle polluante. Vous
d'où miser sur les transports en commun. Vous avez dit un hypothétique Grand Paris. Non, désolé, le Grand Paris, on le finance, il a un horizon. On a trouvé le financement? Bien sûr, il est financé depuis récemment, puisque c'est vrai que les prédécesseurs au niveau national en parlaient beaucoup, mais que ça n'avançait pas et que l'argent n'existait pas. Nous, Ville de Paris, région, les départements concernés par notamment le Grand Paris Express, on a mis sur la table 12 milliards d'euros pour réaliser ce Grand Paris. Et on s'est toujours battu, à l'époque on se battait contre le Grand Paris de Sarkozy, qui considérait qu'il fallait opposer les transports au quotidien et le confort au quotidien avec la rapidité des transports nécessaires dans une ville monde et notamment relier les aéroports, les gares, etc. On a trouvé, je crois, un très bon compromis qui a été de dire qu'il faut faire des aménagements très rapides qui permettent de desservir de banlieue à banlieue, parce que mieux desservir les transports de banlieue à banlieue, ça permet notamment de soulager le réseau parisien. Désolé de vous couper, mais ça c'est horizon 2025. D'ici là, on fait comment? C'est horizon 2017. D'ici 2017, on a un grand réseau intermétropole qui relie les aéroports. Non, d'ici 2017, on a 2 rocades qui sont en cours de construction. Une rocade qui part effectivement sur la Seine-Saint-Denis et qui descend sur les Hauts-de-Seine, et une autre rocade qui part du Val-de-Marne et qui remonte vers la Seine-Saint-Denis en desservant des territoires qui sont mal desservis. Mais on est pragmatique, nous on n'a pas fait comme nous disait à l'époque M. Blanc, qui était secrétaire d'État de Sarkozy sur ces sujets-là. Il voulait faire un grand tunnel de, je ne sais plus, 140 km de long tout autour de Paris. Là, ce n'était pas du 2025 ou du 2030, c'était du 2050. Et on a dit non, soyons pragmatiques. Il y a des endroits, on va pas se mettre à creuser. Il y a des endroits qu'on peut desservir de banlieue à banlieue, par exemple avec des tramways, par exemple avec des transports collectifs de surface. Donc ça, c'est engagé. Et pour Paris, l'horizon est encore plus rapide, puisque dans ce projet de Grand Paris Express, nous allons pouvoir avoir un desserrement de la ligne 13 en prolongeant la ligne 14 qui part sur Saint-Ouen, et qui va permettre justement de désaturer cette ligne 13. Là aussi, c'est un horizon 2017-2020. Et on a la création aussi d'une nouvelle station dans le 17e à Pont-Cardinet, qui va permettre aussi de soulager tout ce quartier-là, et la création d'un tramway autour des maréchaux, que je veux d'ailleurs prolonger, qui sont aussi des instruments extrêmement utiles pour cette mobilité. Donc ce n'est pas un hypothétique Grand Paris, il est en cours de construction et on est en train de le faire. Et donc voilà, pour moi, transport collectif à l'avenir, c'est prolongation du tramway. Un tramway, ça coûte cher. C'est le dernier tramway, le dernier tronçon qu'on a fait d'une vingtaine de kilomètres a coûté 700 millions d'euros, sans aucun financement de l'État précédent. Et là, aujourd'hui, il y a de nouvelles technologies qui permettent de faire des tramways beaucoup moins chers mais tout aussi efficaces, avec des systèmes à induction qui sont extrêmement intéressants. Et donc la prolongation du tramway va pouvoir se faire à un coût inférieur à celui qu'on a pu utiliser jusqu'à présent. Et donc du coup, ça va nous permettre aussi de créer dans Paris des liaisons intergares, qui est aussi un sujet important. Et puis des prolongations de lignes, parce qu'il y a de nouveaux quartiers qui émergent. On est en train de construire. Lesquels, par exemple? La ligne 10, par exemple. La ligne 10 qui va pouvoir aller Austerlitz et rejoindre le nouveau quartier vers la bibliothèque François Mitterrand jusqu'à Ivry, puisqu'on a un quartier là qui va permettre d'aller effectivement de Paris 13e à Ivry en lissant cette frontière du périphérique, non pas en couvrant le périphérique, parce qu'il est très haut à cet endroit-là, mais en faisant une vraie rue sous périphérique. Avant de passer à la question suivante sur le logement, en faisant notre interview, on s'est intéressé autour de nous comment les gens vivaient les transports. On a eu des témoignages notamment de jeunes mamans. Et il paraît que c'est terrible de prendre, je sais
je ne suis pas témoin de la situation, mais il va être terrible de prendre les transports en commun quand on est une jeune maman avec poussette, avec enfant. Et ça, finalement, qu'on n'augmente pas les transports en commun, ce sera toujours très difficile. Quelle solution vous proposez pour éviter que finalement Paris se dépeuple de ces familles? On a éventuellement une carto qui va apparaître 30-40 secondes sur le sujet, qui prouve que finalement les familles de plusieurs enfants quittent la capitale et finalement Paris ne se dépeuple pas. Paris a gagné 118 000 habitants. Oui, parce que les jeunes actifs arrivent, parce que les étudiants, mais pour les familles. Non. Et Paris a gagné 13 000 nouvelles familles. 13 000 nouvelles familles dans ces familles, je ne parle pas de personnes, dans ces 118 000 habitants. Oui, mais attention, l'accroissement naturel et après il y a les entrées et les sorties. Non. C'est porté par l'accroissement naturel des Parisiens. Et après, il y a plus de familles qui quittent Paris que celles qui rentrent. J'ai les chiffres de l'INSEE si vous voulez. Oui, je voulais aussi vous remercier. Je travaille dessus en permanence. Mais les familles qui ne quittent pas Paris, on est une ville qui a gagné en habitants, là où elle perdait énormément d'habitants. Et dans le flux de population qui rentre et qui sort, on a un phénomène qui est que les familles qui autrefois partaient dès le premier enfant ne partent plus, s'accrochent à Paris. C'est vrai que c'est dur d'y rester, mais s'accrochent à Paris. Et que, éventuellement, le phénomène de départ se fait au troisième enfant, mais pas au premier ou au deuxième, comme cela se faisait par le passé. Donc, il y a des évolutions, il y a un problème de logement, on y reviendra, c'est l'enjeu numéro 1, pour moi c'est la priorité numéro 1, mais Paris n'est pas en train de se développer. Et d'ailleurs, il y a une dynamique démographique. Comment on rend quand même le métro plus convivial? Une dynamique démographique. Oui, mais je préfère tordre le cou à des idées qui circulent et que j'entends de façon régulière, mais qui ne sont pas justes. Voilà, parce que c'est important dans le débat public qu'on se fonde sur la vérité des faits, la vérité des chiffres. Donc, par rapport à cette évolution démographique qui est la nôtre, c'est plutôt un plus et une chance. Et si je compare par exemple Paris à New York ou Manhattan, Paris est une ville dans laquelle on a beaucoup d'enfants, et tant mieux, on veut les garder. Et il y a un phénomène très particulier. Paris est une ville jeune, moyenne d'âge 38 ans, c'est jeune pour une grande ville comme la nôtre, et c'est une ville dans laquelle les femmes travaillent en pourcentage beaucoup plus important que dans le reste de la France, puisque dans la tranche d'âge de 20-55 ans, de la tranche d'âge la plus active, nous sommes 87% de femmes à travailler. 87%. Et on a une autre caractéristique très particulière à Paris, c'est que non seulement les Parisiennes sont plus actives qu'ailleurs, mais en même temps elles font plus de bébés qu'ailleurs, puisque le taux de natalité à Paris est supérieur de 1 point au taux de natalité de la moyenne nationale. Donc vous voyez, on ne peut pas dire Paris se vit de ses familles. Il y a des allers-retours, des mouvements. Paris ne se vit pas, mais ça reste quand même fort désagréable d'être une jeune mère de famille à Paris, selon les témoignages qu'on a. D'abord, c'est pas si désagréable d'être une mère de famille à Paris avec des enfants. Comment on fait pour ça Je l'ai vécu. Et en revanche, le métro parisien est un métro qui a été fait au début du siècle dernier. Bon, donc l'accessibilité de notre métro n'était pas quelque chose qui était pris en compte à l'époque. En revanche, toutes les stations nouvelles et les lignes nouvelles sont entièrement accessibles aux personnes dites à mobilité réduite et donc aux personnes avec des poussettes et des enfants. Ça, c'est un premier élément. C'est que toutes les nouvelles infrastructures de transport que nous créons, l'allongement des lignes, se fait bien sûr avec le respect de ces règles, mais que cela coûterait des milliards et des milliards. D'ailleurs, il reviendrait à l'État de faire, pas la ville de Paris, d'intervenir pour rendre accessible la totalité du métro parisien, ce qui n'est pas envisageable, ça n'est pas raisonnable. Donc, il y a d'autres modes de transport, les bus qui sont totalement adaptés justement aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite, et le tramway. Le tramway est aussi un mode de transport qui est le plus accessible de tous les modes de transport collectifs existants. Donc, pour faciliter la vie des familles, parce qu'il n'y a pas que les mamans avec les poussettes, il y a des papas aussi, des fois, qui prennent des poussettes. Et donc, pour faciliter la vie des familles qui ont des enfants et qui promènent leurs enfants dans Paris avec les transports en commun, il faut effectivement continuer à développer ces nouveaux modes de
que faire face au problème des logements vacants, qui est un des grands problèmes de Paris. Il y a à peu près un peu plus de 8% des logements qui sont vacants à Paris. Et comment faire pour répondre à ce problème, qui pourrait d'ailleurs être une solution au prix des locations à Paris, qui sont très élevées. Ça pourrait les réduire. Donc comment faire pour répondre à ce problème? J'ai fait des propositions, donc j'ai fixé comme priorité le logement, et notamment le logement des classes moyennes et des jeunes actifs. Parce que la part qui concerne le logement social, dont nous nous occupons, c'est normal que la puissance publique s'occupe du logement social avec l'État. J'ai fixé comme objectif, comme priorité, 30% de logements sociaux à horizon de 2030 pour répondre à un besoin, aux besoins de logement de beaucoup de Parisiens. Ça marche plus, c'est ça? Donc, oui, ça marche mieux là. Donc, je laisse de côté la question du logement social. Si on regarde la structure des logements à Paris et des loyers, on voit qu'il y a un manque, un vide vraiment très très fort dans une tranche de loyer qui se situe en gros entre 12 et 20 euros le mètre carré. On n'a absolument, quasiment aucune offre de location dans cette fourchette de 13 à 20 euros qui correspond à une fourchette de location correspondant aux revenus, par exemple, de jeunes actifs ou de classe moyenne qui ne seraient pas éligibles au logement social. Donc, pour arriver à générer une nouvelle offre de logement dans une ville comme Paris, j'ai proposé d'agir sur plusieurs leviers, dont le levier de la mobilisation de ces logements vacants. Ce sont des logements vacants, j'ai demandé d'ailleurs à un député de Paris, Christophe Carèche, de me faire un rapport sur ce sujet-là. Si ces logements sont vacants, c'est souvent parce que les propriétaires ont peur de mettre en location ces logements et de ne pas s'y retrouver dans la relation avec leurs locataires, d'avoir des conflits et de ne pas retrouver leurs biens en état à la fin du bail ou de ne pas percevoir le loyer. Et donc, il y a entre 140 000 et 200 000 logements vacants à Paris. On ne pourra pas tous les remobiliser, mais on peut faire en sorte que des propriétaires soient tentés de les remettre en location. J'ai proposé un pacte avec le secteur privé et notamment une agence publique-privée de location qui aurait pour mission de sécuriser les propriétaires en leur disant, voilà, garantie de loyer, garantie de remise en état. En contrepartie, eh bien, il y aurait des prix, des loyers pratiqués qui seraient inférieurs au prix du marché actuel. Aujourd'hui, les professionnels privés du secteur privé que j'ai réunis à 2 reprises ont dit banco. Voilà, ça les intéresse. Ils ont envie de partir dans cette démarche-là. Donc mon idée, c'est de créer une scène. Quand vous dites les professionnels du secteur privé, c'est-à-dire? C'est tous les constructeurs, les investisseurs, les promoteurs et par exemple la FNIM qui a participé aussi au travail que j'ai fait. Je les ai réunis à 2 reprises, une fois en avril dernier pour mettre sur la table ces pistes justement de mobilisation de tout ce qui peut permettre de générer cette offre, ce choc pour le logement privé à des prix abordables par ceux qui travaillent, qui ont des revenus mais qui n'arrivent pas à se loger aujourd'hui. Et donc, je les ai réunis une 2e fois en octobre, et à partir de là, donc, je leur ai proposé une charte, et il y a un accord de principe avec eux pour pouvoir travailler sur ce dispositif. Justement, est-ce que c'est eux, finalement, qui vont vous aider à résoudre ce problème, alors que c'est les propriétaires individuels, on va dire, qui refusent de mettre en location leur logement, probablement parce que, alors qu'ils pourraient le louer plutôt cher, ça ne les intéresse pas. Donc, finalement, si on leur propose en plus des loyers moins chers, est-ce que ça va vraiment les intéresser? Je comprends que vos interlocuteurs sont intéressés, mais est-ce que c'est finalement les bons sur le sujet, sur le logement qui dans le diffus et vacant? Qui seraient les bons interlocuteurs si ce n'est... syndicats propriétaires privés, mais je ne sais même pas si ça existe. Bon, ça n'existe pas tout à fait comme ça, parce que souvent ce sont des propriétaires qui ne sont pas organisés en syndicat, ce sont des propriétaires qui ont décidé de garder un bien en se disant de toute façon il ne se dévalorisera pas dans le temps parce que investir dans la pierre à Paris reste intéressant. Et donc les bons interlocuteurs sont ceux qui s'occupent de l'immobilier à Paris et que j'ai réunis et avec lesquels on pense, on considère
considère qu'il y a effectivement là une solution pour faire venir des propriétaires vers ce système de location qui peut tout à fait fonctionner. Ce n'est pas la seule proposition que j'ai faite pour mobiliser justement une offre de logement pour les classes moyennes et les jeunes actifs. J'ai fait beaucoup d'autres propositions, des allègements de plan local d'urbanisme, etc. Une aide aussi pour, à travers les règlements d'urbanisme, pas d'une aide financière, mais pour permettre la transformation de bureaux en logements, puisque dans le cœur de Paris, on a des bureaux qui aujourd'hui sont obsolètes et qui ne permettent plus d'avoir, de satisfaire les besoins des entreprises. Et là, il y a environ 200 000 m² de bureaux qu'on peut transformer en logement dans le cœur de Paris. Alors, sur ce point, justement, des bureaux, sans s'y attarder trop, on s'est renseigné, il y a de nombreuses barrières en fait, technico-légales à ces mutations. Comment vous comptez y répondre et éventuellement quel type de logement innovant vous voulez faire dans ces bureaux, parce que finalement ça paraît être la solution rêvée, et quand on se penche dessus on se rend compte que c'est extrêmement compliqué. Rêver, ce qui est compliqué est fait pour être résolu. Alors, en tout cas, il faut être enthousiaste, voilà, parce que si on commence à se dire tout ce qui peut nous empêcher d'agir, on n'agit plus, on reste chez soi et on attend que ça se passe, ce qui n'est quand même pas une bonne façon d'avancer dans la vie. En tout cas, c'est pas la mienne. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de freins, de règles, qui, pour certains d'entre eux, ont été levés dans les dernières ordonnances en matière d'urbanisme, d'allègement des règles pour justement permettre la production de logements. Et puis, vous savez, par exemple, après la deuxième rencontre que j'ai eue avec les promoteurs, investisseurs, etc., je leur ai dit, moi, je vois bien qu'il y a un problème de modèle économique, vous devez pouvoir vous y retrouver, mais tentons le coup. Il y a des bureaux qui sont années 60, 70, des bureaux plus anciens, qu'on doit pouvoir transformer et qui doivent vous permettre de générer une offre de logement dans laquelle je ne vous demande pas d'être altruiste. Vous avez besoin, bien sûr, d'avoir des taux, une rentabilité, et tout cela est extrêmement important, mais ça doit pouvoir le faire. Récemment, j'ai reçu à mon bureau avec mon directeur de cabinet un des promoteurs qui était à cette réunion, à ces réunions que j'ai faites, qui est venu en me disant, voilà, j'ai racheté un immeuble de bureau. Et je me suis dit, je vous ai entendu, et je me suis dit, chiche, je vais le faire. Et il vient avec un projet qui va permettre justement de sortir une centaine de logements dans, je vais boire un verre, dans le 13e arrondissement de Paris, dans des bureaux qui étaient des bureaux années 70, qui sont totalement obsolètes pour les entreprises aujourd'hui. Et il a fait appel à une architecte, une jeune architecte, avec une proposition assez intéressante qui consiste à dire, par exemple, on n'est pas obligé de livrer un appartement entièrement décoré, souvent pas exactement au goût des futurs occupants. On peut livrer un appartement quasiment prêt à être occupé, habité, mais en laissant, par exemple, le soin aux futurs propriétaires ou locataires d'adapter, de décorer comme ils l'entendent. Et en utilisant plusieurs formules de cette nature, en jouant sur la règle des parkings, parce qu'on n'est pas obligé de faire des parkings dans tous les immeubles d'habitation. Ça aussi, c'est un allègement des règles du plan local d'urbanisme qui font réduire de beaucoup le coût de construction ou de transformation. Avec toutes ces règles-là, il arrivait à sortir des logements à 5 000 € le mètre carré pour les premiers logements dans Paris, ce qui est cher, enfin par rapport au prix parisien, c'est quand même extrêmement intéressant. Je ne veux pas dire que quand on veut, on peut, mais heureusement qu'il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui sont prêts à relever ce type de défi sans pour autant perdre de l'argent et qu'ils sont en train de me montrer que ça peut marcher. Justement, vous parliez du 13e arrondissement. Où souhaitez-vous densifier Paris pour atteindre les fameux 10 000 logements par an, qui est une de vos propositions de part? D'abord, 10 000 logements, ce n'est pas en densifiant, puisqu'il y a une partie de ces logements qui existent déjà, mais qu'il s'agit de sortir de la non-location pour les remettre par exemple en location.
Il y a une partie des bâtiments qui existent déjà, qui sont par exemple des bureaux qu'on va transformer en logements. Il y a une partie aussi de logements que je veux acquérir, comme on le dit, dans le diffus, c'est-à-dire d'acheter des appartements dans certains immeubles pour générer une offre de logement avec une mixité beaucoup plus fine que lorsqu'on construit un immeuble entier. Et en tout cas, l'achat d'immeubles dans le diffus pour venir soit être dans le parc social, soit dans le parc de logement intermédiaire, c'est quelque chose qui est une piste intéressante pour cette mixité dans Paris. Et puis il y a de la construction neuve. La construction neuve, et donc la densification, elle se fait essentiellement sur les territoires qui sont sur la couronne parisienne, qui sont dans Paris, mais qui sont des terrains qui étaient des friches ferroviaires, souvent des terrains de logistique urbaine dont on n'a plus besoin. La logistique urbaine aujourd'hui, ça n'est plus du tout comme ça se faisait dans les années 60-70. Donc il y a un certain nombre de terrains qu'on a pu acheter ou sur lesquels on peut fabriquer de nouveaux quartiers. C'est Clichy-Batignolles, là il y a un quartier magnifique qui est en train de sortir de terre. C'est tout le secteur qu'on appelle Paris Nord-Est, c'est-à-dire Porte de la Chapelle, boulevard McDonald's, jusqu'à la porte de la Villette. C'est un secteur qui va venir en aménagement dans les années qui viennent, qu'on a déjà commencé à travailler, qui est entre Bercy et la ville de Charenton. Là, il y a un grand espace, beaucoup de ferroviaires, hein, puisqu'on est à l'entrée de la gare de Lyon. Donc c'est surtout le nord et l'est, en fait. Non, et le 13e arrondissement, sur lequel nous avons là aussi le grand secteur d'aménagement qu'on appelle le Paris-Rive-Gauche, là où se trouve la nouvelle université, les universités Paris 6, Paris 7, après la grande bibliothèque Mitterrand. Et donc là aussi, on a encore un secteur sur lequel on est en train de créer du logement, mais on n'est plus dans le modèle haussmannien. C'est-à-dire que le modèle haussmannien était très consommateur en sol, avec des belles rues, des belles façades, etc., mais très peu d'espace vert. Donc un modèle très dense. Vous savez qu'on est la ville la plus dense d'Europe, grâce notamment à Haussmann, et une densité bien vécue. Donc ce qu'on essaye de faire sur ces nouveaux territoires, c'est là où on peut monter un peu en hauteur. Et c'est vrai que j'ai porté, en tant qu'adjointe à l'urbanisme, le fait qu'on lève ce tabou, quoi, où on ne pouvait pas construire au-dessus de 37 mètres à Paris. Donc il y a un certain nombre d'immeubles de 50 mètres, c'est-à-dire de 15 étages, pour du logement qui vont sortir de terre avec des très très belles réalisations architecturales. Et donc, ce que l'on gagne sur la hauteur, on va pouvoir le gagner aussi sur un espace public plus généreux au sol, sur des jardins plus importants, plus grands, sur les places, les rues. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on aménage, mais on n'atteint pas du tout dans ces nouveaux aménagements la densité qui est celle du Paris haussmannien. On est très en dessous de cette densité. Alors justement, donc, on a vu qu'une de vos propositions fortes sur le PLU, c'est d'en finir avec cette limite des 37 mètres partout à Paris, en hauteur de bâtiments. Fondamentalement, vous pensez que, la citation, je n'ai plus en tête, mais vous dites c'est comme si on acceptait les 37 mètres, et accepter finalement qu'on ne densifie pas, c'est comme penser que Paris serait une ville finie, qui terminerait en musée. Est-ce que, du coup, vous pensez que finalement, Paris va toujours se densifier, terminer dans un paysage un peu comme en cinquième élément, horizon 2060? Non, je ne le souhaite pas. Mais en tous les cas, il fallait... Ça, c'était le débat de 2008. C'est-à-dire que la modification... Vous étiez trop jeune. Mais il est derrière nous, ce débat. La modification du PLU, elle a déjà été faite. C'est-à-dire que lever ce tabou, c'était à la fois pour montrer que Paris pouvait aussi se donner des possibilités de création architecturale nouvelle, qu'on n'était pas là engoncé dans l'idée qu'en dehors du 19e siècle, il n'y avait plus de salut possible en matière architecturale. Donc donner la possibilité à des jeunes architectes, à des créateurs contemporains de marquer aussi la ville, ça me paraissait très très important sur le plan voilà, des usages qu'on a, mais aussi sur le plan symbolique. Si on n'avait pas fait ces évolutions-là,
oui, on aurait continué à dire Paris est une ville-musée, on aurait pu continuer à nous comparer à Venise, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. En revanche, bien sûr, il ne s'agit pas de transformer Paris en Manhattan ou de partir sur des modèles urbains qui ne sont pas les modèles de la ville européenne et qui ne sont pas les modèles de Paris. Mais il fallait absolument rompre avec cette image passéiste, enquistée dans un truc, on pouvait toucher à rien. Et franchement, si on avait fait l'aménagement, par exemple, de Clichy-Batignolles, sans pouvoir jouer sur la hauteur, et bon, je ne suis pas une maniaque de la hauteur, mais avoir un ciel, un skyline qui soit beaucoup plus découpé, c'est quand même quelque chose de particulièrement intéressant. Et on est parti là-dessus. Mais ça, c'est un sujet qui a été tranché en 2008. Ce n'est pas le sujet de l'élection municipale de 2014. Vous compariez Paris à Manhattan, on va essayer de redynamiser un peu le débat. On va vous demander des réponses très courtes. Juste une proposition sur les 3 questions qui suivent. Une proposition pour faire que Paris devienne aussi festive que Berlin. Paris est festive et Berlin l'est aussi. Bon, par exemple, avoir des quartiers comme les quais de Seine, réaménagés, redonnés justement à la population. Là, il y a des espaces pour des quartiers de nuit. Je pense qu'il faut aussi que la culture et l'art investissent beaucoup plus l'espace public. C'est-à-dire qu'on soit beaucoup plus à l'extérieur, qu'on soit beaucoup plus justement dans des propositions artistiques ou de fêtes qui se passent à l'extérieur, hors les murs. Ça fait partie de ces propositions. J'ai proposé aussi un maire chargé de la nuit à Paris, pas simplement de la nuit de fête, mais aussi de la nuit de ceux qui travaillent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent la nuit pour faire vivre cette ville et permettre son fonctionnement. Et aussi puissant économiquement que Londres. Nous le sommes. Alors là, moi je ne suis pas du genre à m'auto-flageller et à considérer que Londres serait meilleur que nous. Enfin, arrêtez quoi. Vous êtes des jeunes étudiants français à l'ESSEC. Mince quoi, considérez pas que Londres est devant nous. Nous sommes devant Londres en matière notamment de création de start-up. Nous sommes dans une position plus intéressante que Londres parce que nous avons une économie qui n'est pas spécialisée. Voilà, on a une économie qui n'est pas spécialisée, qui est très ouverte, avec un écosystème que beaucoup nous envient, soyez-en fiers. Justement, il y a une étude qui est sortie récemment sur les jeunes d'écoles de management et d'écoles d'ingénieurs, et elle montre que ces jeunes diplômés partent très souvent à Londres. Ils ont raison. Ils ont raison de voyager. Moi, je dis aux jeunes, c'est très important d'aller avoir des expériences à l'étranger. C'est très formateur. Ça n'existait pas quand j'ai fait mes études. Il n'y avait pas toutes ces possibilités d'aller ailleurs. Il faut y aller, il faut apprendre. Vous verrez que vous reviendrez très vite. Dans Paris. Oui, on va passer dans les enjeux un peu plus politiciens. C'est un passage obligé. Vous avez affirmé plusieurs fois dans les médias que vous teniez à vous distinguer de la politique du gouvernement. On comprend, et puis de toute façon c'est un enjeu local, donc de toute façon vous êtes libéré de votre affiliation au gouvernement. Néanmoins, on aurait aimé avoir 2 décisions du gouvernement dont vous êtes particulièrement fiers. On sait je suis socialiste, j'ai supporté le gouvernement, qu'est-ce qui vous rend fier? Il y a plein de choses qui me rendent très fière. D'abord, je ne prends pas une distance. Je suis dans un exercice, on m'a proposé d'être au gouvernement, je ne l'ai pas souhaité. D'accord? Bon, donc, parce que je suis d'abord intéressée et concernée par Paris, et ce qui me passionne par-dessus tout, c'est le mandat local. Les décisions nationales dont je suis fière, par exemple, le fait de remettre des enseignants et de rétablir un nombre de professeurs et la formation des enseignants, ça, je suis très fière de cette décision de priorité à l'enseignement qui a été donnée par ce gouvernement. Je peux prendre une deuxième mesure, ça concerne aussi l'enseignement, la réforme des rythmes éducatifs. Je pense que c'est vraiment indispensable, c'était indispensable de considérer qu'il fallait rompre avec les rythmes éducatifs dont tout le monde se plaint et qui font quand même que notre pays était une lanterne rouge en Europe et dans le monde, et que là,
on est rentré dans quelque chose qui, c'est vrai, révolutionne l'école profondément, et je le vois, il y a des oppositions, des controverses, mais il y a aussi des choses extrêmement positives dans les écoles que j'ai visitées. Et là, il y a une vraie révolution qui est en marche dans les écoles, avec cette ouverture très très grande qui est faite à partir de ce temps libéré pour les jeunes enfants, puisque là c'est de maternelle et primaire, qui permettent à ces enfants de bénéficier d'enseignements, par exemple artistiques. Vous savez, à Paris, on a donc 137 000 petits Parisiens qui vont à l'école maternelle et élémentaire, et on a aujourd'hui, par exemple, 6 600 petits Parisiens qui ont bénéficié d'enseignements de musique avec des professeurs de conservatoire dans les écoles parisiennes grâce au temps libéré dans le cadre des rythmes éducatifs. Donc moi je suis très fière des mesures qui sont faites par ce gouvernement et qu'on a accompagnées sur l'école. Oui, par exemple sur l'école, vous savez que la mise en place n'a pas été toujours flamboyante. Non, vous croyez? Oui, j'en sais quelque chose. Et du coup, comme vous avez donné 2 décisions pour, 2 décisions contre, oui, je l'ai dit d'ailleurs. Oui, bien sûr. Par exemple, sur la question fiscale, le fait qu'on ne soit pas revenu sur la réforme des barèmes qui avait eu lieu sous Nicolas Sarkozy, qui s'est appliquée là, ça a eu un effet immédiat. Par exemple, beaucoup de personnes retraitées qui n'étaient pas imposables précédemment le sont devenues. Et ces personnes qui devenaient imposables, tout d'un coup, puisque c'est automatique, sont aussi imposables aux impôts locaux parisiens, et parce qu'elles sont devenues imposables, vont perdre le bénéfice d'un certain nombre d'aides, par exemple en matière de transport, en matière d'aide au logement, et donc des personnes qui se sont retrouvées en difficulté par une décision, certes prise par le gouvernement précédent, mais qui n'a pas été rectifiée par celui-ci. Donc là, par exemple, nous avons décidé avec Bertrand Delanoë de créer un bouclier social, c'est-à-dire de maintenir les aides sociales pour ces personnes-là, parce qu'on ne pouvait pas les pénaliser de cette façon-là. Et vous le financez comment? On le finance sur le budget de la ville de Paris, donc c'est un budget, ces aides-là, de 10 millions d'euros sur l'année, qu'on a évalué. C'est environ, je crois, 200 000 Parisiens qui sont concernés par cette mesure, 10 millions d'euros. Donc on finance sur le budget actuel. Vous savez, on est plutôt en matière de gestion bien notée, d'abord par les agences de notation. Je pense qu'elles doivent vous importer quand même un petit peu. Moi, elles m'importent parce qu'elles nous permettent d'emprunter moins cher. Et puis, on est plutôt, je dirais, dans une saine gestion. On a rompu avec les abus, les frais de bouche, cette gestion quand même extrêmement déplorable des deniers publics dans laquelle étaient nos prédécesseurs à Paris. Et on a fait beaucoup d'économies chaque année sur le train de vie de la ville pour pouvoir à chaque fois financer un peu plus de crèches, un peu plus de services aux Parisiens. Et par exemple, moi je soucie des deniers publics, je ne me serais pas amusée à signer des contrats dans lesquels l'État doit rembourser plus de 20% de frais de gestion. Vous avez quand même promis aux communistes de revoir le gel des effectifs de la mairie de Paris pour la prochaine mandature, si jamais vous êtes élu. Donc, comment le justifier? C'est grave, docteur. Non, mais comment? Si c'est pas justifié, ça sera alors, grave. mais je plaisante aussi, moi, voilà. Où est-ce que vous voulez augmenter les effectifs? Parce que finalement, dire on va augmenter les effectifs comme ça de manière apparemment dogmatique, pour flatter les partenaires communistes. Dogmatiques. Du coup, elle, quand même, vous tombe dessus, c'est terrible. C'est vrai qu'en matière de bonne gestion, Madame Kouskoum-Morizet est quand même au cœur d'une polémique là, qui montre qu'elle a eu le souci du bien commun et qu'effectivement l'intérêt général, elle a dû le peser à 2 fois quand elle a apposé sa signature sur le contrat Ecomove qui fait qu'on rembourse, on paye en frais de gestion 223 millions d'euros par an à une entreprise, en plus, une entreprise française, etc.,
on pourrait en discuter beaucoup sur les capacités de gestion et les compétences en matière de gestion publique. Je préfère être dans la position qui est la mienne que dans la sienne. En ce qui concerne, parce que ça me permet de revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur les communistes, le PC à Paris, on travaille avec eux, hein, on est au premier tour des élections municipales depuis 2001. 2001, premier tour ensemble, 2008, premier tour ensemble, 2014, premier tour ensemble. Donc c'est quelque chose qui est assez logique pour nous. On porte un bilan dont on est fier et on s'est retrouvé sur justement des propositions et une vision de Paris. En ce qui concerne les effectifs publics, moi je considère d'abord que jeter l'opprobre sur les fonctionnaires, c'est pas bien. Parce que les fonctionnaires rendent des services, un service public dont vous avez besoin et j'ai besoin. Et là, la contradiction des Parisiens est souvent assez forte. Lorsque on nous explique qu'il faudrait diminuer le nombre de fonctionnaires, ça c'est la droite parisienne, et puis en même temps qu'ils viennent demander qu'il y ait plus d'assistantes maternelles dans les crèches, parce que quand on ouvre une nouvelle crèche, il vaut mieux qu'il y ait des assistantes maternelles et qu'on ne laisse pas les gamins tout seuls au milieu de jolis bâtiments. Lorsque, par exemple, on a un certain nombre d'équipements nouveaux, quand on ouvre, comme on l'a fait, 70 hectares d'espaces verts nouveaux à Paris, il vaut mieux qu'il y ait quand même les services de nettoyage, de gardiennage qui vont avec. Donc la question de l'emploi public, il faut la décrisper. Il faut que ce soit bien géré, bien calibré, qu'on soit dans quelque chose de raisonnable, d'assumable budgétairement par la collectivité. Mais moi, je ne ferai pas comme mon adversaire qui propose par exemple de diminuer d'1 milliard d'euros le budget de la ville de Paris et de diminuer notamment le nombre de fonctionnaires de façon, un peu dogmatique, me semble-t-il, tout en expliquant dans le même temps, avec le même dogme, qu'elle veut créer une police municipale. Donc, je ne sais pas comment elle crée une police municipale sans recruter de nouveaux agents publics financés par la collectivité avec 1 milliard d'euros de moins, mais sûrement fera-t-elle appel à un PPP et qu'elle saura trouver une gestion tout à fait performante avec sans doute une entreprise privée qu'elle rémunérera à la hauteur pour assurer le service. Donc, moi, On a compris du coup la justification de l'augmentation des effectifs. Non, attendez, parce qu'il n'y a pas d'engagement à augmenter les effectifs de cette manière-là. Il y a, par exemple, je pense qu'en matière de propreté, les effectifs des agents de propreté de la ville de Paris ne sont pas calibrés de façon suffisamment fine, ils sont calibrés sur le nombre d'habitants. Or, Paris est une ville qui reçoit 29 millions de touristes par an, qui double ou triple la journée parce qu'il y a des gens qui viennent travailler, qui se déplacent, qui se promènent, et donc il faut adapter les agents, par exemple, de propreté, le nombre d'agents de propreté, non pas aux effectifs de la ville, à la population de la ville, mais bien à celles et ceux qui la fréquentent, et en plus avec beaucoup d'incivilité quand même, hein, parce que l'idée n'étant pas de mettre un agent municipal derrière chaque personne qui fréquente notre ville, mais il y a quand même une recrudescence des incivilités. Donc par exemple, un secteur dans lequel je pense qu'il va falloir faire un effort en nombre de personnel parce que sur le terrain c'est quelque chose d'important, c'est par exemple le secteur de la propreté. On va conclure sur les alliances. Pour votre livre, ce qui nous a frappé, c'est votre rapport plutôt ambivalent avec les Verts au Conseil de Paris. Vous dites, page 67, faute du soutien de nos alliés les Verts, nous avons été contraints de renoncer à la levée du tabou de la hauteur dans le plan de 2001 à 2008. Ah, puis page 90, sur Autolib, la droite parisienne, mais aussi nos alliés les Verts du Conseil de Paris s'y opposèrent. Du coup, la question c'est vos alliés les Verts? Oui, ce sont nos alliés d'ailleurs de deuxième tour, et on a toujours tenu à distinguer le premier tour du deuxième tour. Souvent, dans la façon de conduire cette équipe municipale avec cette diversité, quand même pendant 12 ans, 13 ans maintenant,
on a une équipe dans laquelle il y a eu des moments de crise, il y a eu des moments d'explication assez sévères. Par exemple, c'est vrai, avec les Verts, première mandature, on n'avait pas de majorité sans eux. Donc il y avait beaucoup de sujets qu'on ne pouvait pas porter comme on le souhaitait parce qu'on n'avait pas de majorité sans eux. Par exemple, la question de ce tabou de la hauteur à Paris. En 2008, on avait une majorité sans eux, donc on a pu porter cette question, par exemple, de la hauteur, mais en même temps, il n'y a jamais eu de rupture. On a toujours cherché le compromis, la solution, l'engagement commun tout au long de ces 12 dernières années sans que personne ne claque la porte. Et du coup, ça fait que nous connaissons bien nos différences, ce qui m'a amené à les exprimer parfois dans ce livre, mais nous savons aussi ce qui nous unit. Et je pense que dans des alliances, dès lors qu'on sait vers quelle ville on va, qu'on reconnaît et qu'on respecte les différences des uns et des autres, mais aussi le principe de majorité, eh bien, on fonctionne et on fonctionne plutôt bien. Les Verts ont choisi de partir seuls au premier tour de cette élection, comme ils l'avaient fait en 2001, comme ils l'avaient fait en 2008. Et donc, en même temps, je sais que nous nous retrouverons au deuxième tour et que là, ce sera la place dans laquelle les Parisiens nous auront mis au premier tour qui donnera le poids respectif des uns et des autres dans la future majorité. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions du public, on va terminer par quelques questions. Alors, quand on vous demande de répondre par une phrase, vous ne répondez pas votre situation durant 2 minutes, donc là, ça va être répondre en 20 secondes. On va voir. Ça dépend. Si je dois rectifier des trucs, je rectifie. La première question, c'est, en France, citez-nous une ville dirigée par une personne de droite dont vous pensez que le bilan mériterait qu'elle soit réélue. Non. Je suis solidaire de mes copains. C'est bien, une phrase et 15 secondes. Deuxième question, vous dites beaucoup, j'aurais pu être ministre, vous l'avez dit là, vous l'avez dit dans votre livre. Hidalgo dans 10 ans. Dans 14 ans, après 2 mandats à la mairie de Paris. Eh bien, je m'appliquerai le non-cumul des mandats et après, je ferai autre chose de ma vie. Il y a plein de trucs sympas à faire. Écrire des scénarios pour le cinéma, des séries, tout ça. On va en parler avant de rentrer dans la salle. C'est un détail, mais durant les Nuits Blanches, l'événement phare, c'était jouer Stockhausen à partir de plusieurs hélicoptères qui remontaient la Seine. Donc, quand on connaît le bilan carbone des hélicoptères, ça ne vous a pas fait mal à la conscience écologique? C'est vrai qu'on s'est posé la question. Non, sincèrement, le maire était un peu... voilà, il disait, mais franchement, est-ce qu'il faut le faire? Et puis, les directeurs artistiques et Bruno Julliard, l'adjoint à la culture, ont convaincu de l'intérêt de cette proposition artistique. Mais il se trouve que moi, j'ai rien vu de ça. Voilà, j'étais sur d'autres événements et avec le maire, on n'a pas vu les hélicoptères. Donc, je suis très frustrée parce que du coup, tout le monde en parlait. Et ça fait partie des choses que j'ai pas pu voir. Merci madame. Merci. La seule question du public, si certains ont des questions. On va vous demander de vous lever, de vous présenter et de poser une question en une phrase et 20 secondes. Je vais répondre en un mot et... Bonsoir Madame la candidate, Romain, étudiant à l'ESSEC et à Sciences Po Paris. À Sciences Po Paris, il y a des chercheurs qui travaillent en ce moment sur une thèse qui tente à prouver que Paris et Londres deviennent une seule et unique ville en réseau dans un espace européen, on n'en a pas parlé. On comprend que Paris et Londres, pour rester dans le peloton de tête des villes mondiales, donc quand même un vrai sujet, ont intérêt à travailler ensemble. Donc ma question est simple, connaissez-vous le maire de Londres? Travaillez-vous avec Boris Johnson ou êtes-vous dans une position de concurrence qui risque d'être contre-productive à terme ou dans une indifférence flegmatique? Je connais bien Boris Johnson, je l'ai rencontré souvent et on travaille ensemble. C'est un personnage assez excentrique, assez original, mais je considère que les grandes villes mondes sont dans une compétition stimulante, mais qui n'est pas une opposition. Au contraire, je pense même que les grandes villes mondes sont dans une sorte de coopération, de lien entre elles. Elles se reconnaissent par les problèmes communs qu'elles ont à gérer, par
justement stratégie commune, et avec Londres comme avec d'autres grandes villes européennes, par exemple du nord de l'Europe, ou même avec des villes comme New York, il y a intérêt à travailler ensemble, ce que je fais d'ailleurs. Je fais partie, vous savez qu'il y a un réseau des villes du monde qui s'appelle Cité et gouvernement locaux unis, qui est présidé par le maire d'Istanbul. Je suis vice-présidente de cette organisation internationale et je participe à un certain nombre de clubs, dont le C40, dont vous avez parlé tout à l'heure, présidé jusqu'il y a peu par Michael Bloomberg, le maire de New York. Et nous travaillons ensemble sur, par exemple, la question climatique et comment résoudre ces sujets-là. Donc il y a une vraie coopération qui s'établit et qui est faite à la fois de stimulation, on se pique les bonnes idées. Par exemple, quand Boris Johnson est venu il y a quelques mois à Paris, je l'ai rencontré avec la Chambre de commerce franco-britannique, et lui, il était venu avec ses bus, il venait pour vendre ses bus à Paris, et d'ailleurs avec un marketing plutôt assez sympa qui m'a donné des idées, puisqu'il est venu avec des petits bus comme ça, en jouet, pour montrer en quoi étaient ces bus. Et moi, par exemple, je lui ai parlé, bien sûr, d'Autolib, et donc j'ai proposé à Vincent Bolloré de faire aussi des petites voitures pour pouvoir parler de façon plus imagée aussi de ce système d'autopartage qu'on a aujourd'hui en France et qui nous est très envié. Après, il y a des sujets sur lesquels on est en compétition. Par exemple, quand Londres veut expliquer qu'en matière de start-up, ils seraient plus attractifs que nous, qu'ils ont fait Tech City de Londres, on regarde ce qui se passe vraiment à Tech City, et la plupart des entreprises ne sont pas des start-up, ce sont des entreprises avec il y a des restaurants, il y a des magasins, etc., qui sont à Tech City et qui ne sont pas forcément des start-up. Donc il y a un peu une bataille parfois, c'est pas grave, mais... Start-up, ça ne veut pas dire forcément de la technologie. Non, ça ne veut pas dire forcément de la technologie, mais c'est pas forcément non plus une entreprise de service classique, voilà. Et donc, mais c'est pas grave, c'est très bien, sauf que nous disons, les chiffres que nous donnons, par exemple, sur la création de start-up, ce sont des vraies start-up, qui sont véritablement des entreprises qui se créent, liées souvent aux questions d'environnement, nouvelles technologies, biotechnologie, etc. Donc, il y a cette émulation, et aussi... Bon, là où ils sont très bons, c'est en matière de communication. C'est sûr que là, ils ont une communication plus agressive que la nôtre, et je ne dis pas qu'on devrait forcément s'en inspirer, mais en tous les cas, on devait trouver la tonalité d'une communication de notre ville, par exemple dans la relation avec Londres, qu'on n'a peut-être pas trouvé aujourd'hui. Mais oui, quand on regarde la carte du monde, on est plutôt complémentaires qu'opposantes. Merci Madame Hidalgo. Nous allons maintenant passer au cocktail qui se tient dans la salle attenante. Merci On va passer à une deuxième question en direct. Soyons fous, il n'est que 9h15. Florent étudiant à l'ESSEC. Vous avez fait allusion avec au partenariat public-privé signé avec Ecogroup et votre adversaire. Ça en suppléant une nouvelle utilisation du denier public. Alors qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Est-ce que vous êtes totalement hostile au partenariat public-privé, ou est-ce que vous auriez juste les meilleurs arguments de négociation? Non, je ne suis pas hostile du tout au partenariat public-privé. D'ailleurs, nous en avons signé un certain nombre, et je pense que ce soit des PPP ou d'autres formes de partenariat public-privé, ce que je vous expliquais par exemple en matière de logement, le travail qu'on veut faire avec le secteur privé, c'est du partenariat, qui ne prend pas forcément la forme du PPP, mais c'est du partenariat. Moi, je travaille beaucoup avec les entreprises, et j'estime qu'on doit beaucoup s'appuyer sur ALV. Quand un contrat, mais bon, il y a une commission d'enquête qui est créée, donc on en saura un petit peu plus sur les conditions de signature, mais quand un contrat est à ce point déséquilibré parce qu'il ne tient pas compte des intérêts de la collectivité publique, ça pose quand même question.
Il y a deux types de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce déséquilibre? Est-ce que c'est un problème de manque de vigilance ou de compétence de ceux qui ont signé? Ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, les enquêtes nous permettront de le dire. Pour l'instant, je préfère considérer que c'est plutôt un manque de vigilance, voire une forme de faiblesse de compétence dans la signature de ce type de contrat. En tout cas, moi, je ne l'aurais pas fait. Vous savez, j'ai été amenée à signer beaucoup de gros marchés à Paris et à travailler sur des très très gros projets. J'ai été amenée, par exemple, à travailler sur le projet des Halles. Et je me souviens, en 2008, au moment où la crise bat son plein, où nous voulions vendre, céder la partie commerciale des Halles à l'opérateur commercial, parce que je ne voyais pas en quoi la ville de Paris devait rester propriétaire d'un lieu dédié au commerce, qui ne serait jamais rien d'autre qu'un lieu dédié au commerce, avec une rétribution mensuelle qui était extrêmement faible. Hein. On percevait à peine 1 million d'euros de loyer par an sur le Forum des Halles, qui était quand même déjà le plus grand centre commercial européen, qui générait quand même beaucoup de valeur. Et quand on s'est retrouvé à négocier avec Unibail, l'opérateur commercial, en 2008, en pleine crise financière, que valaient ces baux, que valaient ces terrains? L'opérateur était parti dans une discussion en me disant « je vous en donne 40 millions ». Et franchement, c'est ce fiche du monde. On a décidé de faire des estimations, d'évaluer. Ça a pris des mois et des mois, hein, ces évaluations, avec des experts. On est passé devant les organismes qui permettent de vérifier si ce qu'on était en train de faire tenait compte des intérêts des Parisiens, de leur patrimoine, commission des domaines et la commission du patrimoine parisien, avant d'accepter de céder à 230 millions d'euros et non pas à 40 millions d'euros. Donc vous voyez, je pense qu'on peut être de gauche, et très dur en affaires, tout en respectant ses partenaires privés. Je pense que même ses conseillers, en tous les cas, c'est comme ça qu'on a fonctionné, nous, sur tous les projets qu'on a portés. À chaque fois, et d'ailleurs ce que nous disent les opérateurs privés, on est très dur en affaires. Quand il a fallu renégocier des concessions, par exemple les hippodromes, je peux vous dire que là, le maire de Paris a mis la barre très haut en termes de qu'est-ce que ça devait rapporter à la collectivité publique si effectivement nous repartions dans une concession avec tel opérateur ou tel opérateur. Donc voilà, on peut être de gauche, c'était mon cas, et extrêmement ferme tout en respectant les entreprises, mais en étant là d'abord pour ce qui est mon rôle, c'est défendre les intérêts des Parisiens et de la collectivité publique. Pas de questions? Étudiant à Paris Français, je voudrais revenir sur un thème abordé au tout début sur l'ouverture le dimanche, mais pas des magasins, et des bibliothèques. Il me semble qu'actuellement, il n'y a que celle de François Mitterrand ou du centre Pompidou. Or, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller le dimanche matin, mais il y a des véhicules interminables. Et pourquoi, par exemple, ici dans le 5e, on a une BSD et la DSG qui sont des bibliothèques géniales pour travailler. Est-ce que vous, en tant que maire à Paris, il serait envisageable de les ouvrir? Bien sûr, non mais là vous avez entièrement raison. Moi j'ai porté dans la première mandature la question de l'ouverture des bibliothèques municipales le dimanche. Et notamment, j'ai profité à l'époque de la création de nouvelles médiathèques, médiathèque Marguerite Yourcenar, médiathèque Truffaut au Havre et Marguerite Duras dans le 20e arrondissement, pour dire au syndicat de la ville, voilà, on investit dans la culture. Moi je ne veux pas que les Parisiens passent devant ce beau bâtiment, par exemple la médiathèque Marguerite Yourcenar dans le 15e, elle a coûté 20 millions d'euros, et qui se disent, ah bah, c'est super beau, mais alors juste, on ne peut jamais y rentrer, parce que c'est toujours fermé au moment où moi je suis libre. Donc, c'était une négociation très très rude, hein, très très rude. D'ailleurs, la droite s'était opposée à l'ouverture des bibliothèques le dimanche. Ils avaient considéré qu'il ne fallait pas, parce que comme les syndicats n'étaient pas d'accord, il valait mieux être du côté des conservatismes que du côté de l'usage qu'on voulait porter auprès des Parisiens.
Donc je me suis battue avec Christophe Girard, on a porté ça vraiment dans la première mandature et on a réussi à ouvrir ces 3 équipements. On s'est beaucoup battu parce que, y compris bien sûr, il y avait appel au volontariat, bien sûr, rémunération supplémentaire, et puis on avait tenu compte du fait que souvent des jeunes étudiants pouvaient être intéressés par un travail dans ces bibliothèques le dimanche. Et notamment, on a proposé, il y avait un partenariat avec des facs de lettres pour que des jeunes puissent être recrutés sous contrat dans ces médiathèques. Le dialogue social a été très très dur et c'est vrai qu'on n'a pas pu aller au-delà. Mais c'est un point sur lequel moi je souhaite poursuivre. Pareil, il y a eu aussi la question des piscines. Et de l'ouverture des piscines à Paris, là aussi, débat syndical un peu dur, avec des piscines souvent vétustes qu'il a fallu rénover. Et là, on est arrivé à un compromis qui consiste à dire, dans chaque arrondissement, il faut au moins une piscine qui ouvre à 7h le matin, chaque jour, et qui ferme vers 22h ou 23h le soir. Donc, offrir, non pas sur un seul équipement, mais peut-être, enfin en tout cas c'est pas peut-être, c'est ce qu'on fait, offrir un panel d'horaires pour qu'on puisse par exemple profiter de ces équipements-là à des heures très différentes. D'ailleurs j'ai vu que dans le programme de la droite parisienne, il disait qu'il fallait ouvrir les piscines le soir. Non, vous n'avez pas vu ça? C'est déjà fait. On va prendre une toute dernière question, très rapide. Bonsoir madame, je m'appelle Guillaume, je suis étudiant en mine. Moi j'ai une petite question, vous avez parlé innovation, start-up, etc. Vous avez parlé des 100 000 m² d'incubateurs que nous avons, vous avez parlé des appels d'offres que vous faites, et vous vous dites très solidaire de vos copains. Qu'est-ce que vous pensez de la taxe à 75%? Parce qu'on a besoin d'investisseurs. Sur la taxe à 75%, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu gênés. Si ça touche les clubs de foot, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Clubs de foot. Et pourtant, j'aime le PSG, je suis un soutien vraiment sans faille de mon équipe parisienne, et j'adore Zlatan, et j'adore... en plus, il est... Non, puis, très bien, mais il est très sympathique en plus, et j'ai la chance voilà, de l'avoir un peu côtoyé. Donc, tout ça va très bien. Je pense qu'il faut de la solidarité. Bon, voilà, je ne vais pas revenir sur cette taxe, c'est un sujet de l'élection présidentielle qui ne me paraît pas très bien soldé, mais en tous les cas, en ce qui concerne Paris, c'est vrai que sans doute il y a des décisions d'investisseurs qui sont freinées par une politique fiscale nationale. Il faut faire attention à cela. Et en même temps, je vois quand même beaucoup d'investisseurs qui viennent parce que Paris reste une place extrêmement attractive. Et extrêmement attractive, notamment pour un certain nombre de grands groupes, d'entreprises qui cherchent à implanter leur siège, leur entité européenne, qui ont souvent le choix entre Londres, Paris, Berlin ou d'autres villes, et qui choisissent quand même Paris parce qu'on a aussi des atouts qui sont liés à nos infrastructures, qui sont liés à notre système éducatif, qui sont liés à plein de choses qu'il faut aussi valoriser, même si, je vous l'accorde, la fiscalité est un des arguments du choix. Mais bon, Paris n'est pas une ville qui souffre aujourd'hui dans les classements internationaux de son manque d'attractivité, au contraire, soyons-en fiers. Merci Anne Hidalgo de nous avoir accordé tout ce temps. Merci donc d'être venu à ce débat. Bon courage pour la fin de la campagne. Et on vous donne rendez-vous mardi prochain, dans une semaine, pour le prochain débat des mardis de l'EPEC à Cergy. Donc pour tous les étudiants parisiens, venez prendre avec enthousiasme le RER A pour venir voir François Barouin, donc au débat mardi prochain.